Grand Quercy Blanc, mon Cuc TV avec Emmanuel de Scorail, deuxième partie donc pour parler de Grégoire. Alors, Grégoire, les jours d'après, en fait, comment Grégoire, les jours d'après, est né? Je n'avais pas terminé. En 2018, donc on est toujours en 2018. Nous sommes toujours en 2018, là, en l'espèce. Donc, M. L'aube de la vie, 16 maisons d'édition, 14 qui me disent on prend l'histoire, je fais mon donc choix. 4, donc ça on a vu. Voilà, Sidney Laurent, je signe avec les éditions Sidney Laurent. Qui vous offre un contrat avec préemption sur le suivant? Alors, non, pas à ce stade. Ils ne me proposent pas parce que, voilà, moi je suis un illustre inconnu à ce stade et puis on ne sait pas comment les choses vont prospérer. Enfin, en tout cas, eux ne le savent pas. Moi, j'avais déjà quelques idées, mais elles étaient encore éminemment vagues. Ce qui s'est produit, c'est que, donc, on lance M. L'aube de la vie. M. L'aube de la vie paraît début octobre. Mais dans l'intervalle, donc je remonte en arrière, j'étais dans la dernière semaine d'écriture de M. L'aube de la vie, donc j'étais pas encore dans les corrections, et d'un coup, il y a... Alors, ça me fait sourire, vous êtes bien les fous celui-là. Je vois... C'est pas grave, on a mon cuc. Merci. Je visualise une pomme qui roule par terre. Voilà. Alors au début, j'ai chassé ça un peu comme une mouche inconvenante. Et puis tous les jours, cette pomme s'invitait dans mon esprit, donc elle roulait de... Donc vous faisiez votre Beethoven, pom 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 pom. Oui, il y avait un peu ça, oui. Oui. Et donc cette pomme, elle roulait, elle était de plus en plus précise. Et puis au bout d'un moment, je me suis emparé de la pomme, quoi. Je me suis dit, mais ça me parle ça. Et je me dis, ok, elle roule, mais elle roule où? Et surtout, elle vient buter contre le pied d'un meuble. Ok, très bien. Nature du meuble, c'est un meuble réfrigéré, pourquoi pas? Où est-ce qu'on trouve un meuble réfrigéré? Dans une boulangerie. Oui, ça se tient, on en trouve. Bon, j'ai vérifié d'ailleurs depuis lors, mais il y en a bien. Bon, et puis là, je ne sais pas pourquoi, j'avais un mourir qui me vient à l'esprit. Puis d'un coup, ça s'illumine. J'ai dans le casting un prénom qui m'est suggéré, littéralement Grégoire. Voilà. Alors, depuis lors, j'ai des personnes qui m'ont posé la question, l'éditeur le premier d'ailleurs, pourquoi Grégoire? Pourquoi pas Vincent? Pourquoi pas Maurice? Non, non, dans le casting, là, il y a un petit blondinet qui passait, qui se prénommait Grégoire. C'était Grégoire, il y en avait pas d'autres. C'est pas le prénom du maire de mon cuc. Je ne fais pas de politique. Voilà. Ou plus exactement, je fais de la politique dans le cadre littéraire, pour défendre la qualité littéraire française. Donc il fait quoi ce Grégoire? Alors, et vous en faites quoi de ce Grégoire? Alors, ce Grégoire, c'est à partir de là, avec cette pomme Grégoire, etc., que je bâtis la première scène, littéralement, de cette histoire de Grégoire les jours d'après. Donc Grégoire, c'est un charmant bambin, il a 5 ans, il a une maman qui se prénomme Sophie, et puis cette Sophie va rencontrer une autre Sophie, c'est l'imprévu absolu, voilà, tout ça s'inscrit dans le cadre d'un drame terrible, où deux Sophies, donc une maman, 47 ans, la maman de Grégoire, et une jeune femme qui a 24 ans, qui est infirmière de formation, qui se prénomme également Sophie, vont devoir conjuguer ensemble dans le cadre de ce drame. M. L'aube de la vie traite de la question de la seconde chance. Dans la vie, avons-nous une seconde chance? Est-ce possible? Grégoire, les jours d'après, j'aborde les thématiques du pardon et de la consolation. C'est-à-dire, après un drame, est-ce qu'on peut se reconstruire? Si oui, comment? Voilà. Donc, vous abordez la résilience. Pour alors, parler bien évidemment, la résilience est au centre, bien sûr. Donc voilà, moi, dans ce que je m'efforce de faire sur le plan littéraire, je m'efforce de raconter une histoire qui soit la mieux écrite possible, et en même temps, il faut que ça apporte du bon. Mais on peut quand même faire un rapprochement avec l'histoire que vous nous avez racontée dans la première vidéo des parents dont la fille est décédée. Non, il n'y a aucun rapport. Oui, mais au niveau de la résilience, du besoin de résilience, après c'est transposé. Alors, ce besoin de résilience d'un personnage qui a ce besoin, est-ce qu'il ne vous viendrait pas de cet instant toujours, cet instant déclencheur? Alors non, il n'y a vraiment aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, le contexte est fort différent. Oui, bien sûr, mais le contexte, oui, mais l'événement déclencheur qui a ensuite entraîné votre besoin d'écrire sur ce sujet. Très sincèrement, il y a vraiment... non, parce que l'histoire... Donc ça vient d'ailleurs. Ça vient vraiment d'ailleurs. Ça vient vraiment d'ailleurs. Et vous avez trouvé de où ça vient depuis?
Très sincèrement, je me pose encore la question sur Bon, donc je Grégoire. vous aurais pas aidé. Comment? Donc je vous aurais pas aidé à trouver. Non, mais en me posant la question, vous m'incitez À chercher. rechercher, forcément. Bien sûr. Donc vous avez un livre, le deuxième vient de sortir, donc il n'y a pas encore eu de vie véritablement. Donc le premier livre, pour le promouvoir, vous avez fait des salons du livre ou vous avez rencontré des médias? Alors, oui, j'ai commencé, en fait, Parce que vous avez il y a 4 mois ce premier livre environ. alors oui, le recul sur l'enveloppe de la vie, c'est 4 mois. Donc dans ces 4 mois, vous avez fait quoi pour le vendre? Alors, j'ai eu des séances de dédicaces, voilà, par exemple dans des espaces culturels, Leclerc. J'ai également eu un certain nombre de séances de dédicaces à la FNAC, en région parisienne. J'ai eu des séances de dédicaces également dans des librairies. J'ai des salons là qui s'annoncent, donc là c'est une démarche. Donc vous n'avez pas encore fait votre premier salon du livre, c'est pour Non, bientôt. non. Ce sera où le premier? Alors, le premier il est en région parisienne. Ça sera à Bussy-Saint-Georges. La date? C'est au mois de. Je n'ai pas la date exacte en tête, honte à moi. Ça sera au mois de février. On notera en commentaire. Voilà. Et puis j'en ai d'autres aussi, mais là j'ai un agenda qui se bouscule. J'ai des radios qui sont manifestées en disant on a cru comprendre que vous publiez sur 2 rentrées littéraires consécutives. Certes, vous n'êtes pas un auteur connu, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir un auteur. Et j'ai un journaliste qui m'a fait ce commentaire, qui m'a dit en synthèse, vous êtes un écrivain, un auteur, 2 romans, 2 rentrées littéraires consécutives. Donc dans la deuxième en même temps que Michel Houellebecq. Dans la deuxième, Qui vous a fait beaucoup d'ombre? C'est pas une question d'ombre, on joue pas dans les mêmes catégories et voilà. Bon, maintenant, moi je Mais quand vous voyez son lancement de son roman et que vous voyez vos difficultés, vous vous dites le monde de l'édition est quand même très compliqué. Alors, non, j'ai pas ce raisonnement-là. Moi, j'ai un raisonnement éminemment positif. C'est-à-dire, je vais pas regarder l'abîme, je vais regarder le sommet de la montagne. Voilà. Et je suis comme un alpiniste, c'est-à-dire que... Vous le voyez où, le sommet de votre montagne? Le sommet, c'est... Un prix Goncourt? Moi, je ne postule pas pour un prix. Voilà. Je postule pour un prix qui m'est plus personnel, c'est faire en sorte que ma littérature, mes romans, mes écrits soient reconnus et sur le plan de l'histoire, de l'intrigue, mais également sur la qualité de la plume. Voilà, le fond, la forme. Et maintenant, votre vie, ça va être la littérature à 100%? Alors vous là, avez encore une activité professionnelle à côté, parce qu'on n'a pas parlé de votre vie professionnelle, on ne peut pas tout voir en 2 fois 10 minutes. alors, sur mon activité professionnelle, pour l'instant, je fais la pause sur le plan professionnel. Après le burn-out, on a entendu ça. Alors, burn-out, ça remonte maintenant, ça remonte à 2015, donc voilà, ça C'est tout ce qu'on savait de vous. Une page tournée. Voilà, moi j'évolue aujourd'hui dans le domaine de l'insertion professionnelle. Je mets un arrêt sur cette activité professionnelle pour me consacrer dans les mois qui viennent justement à la promotion artistique, à mes ouvrages et bien évidemment à l'écriture. Donc il y aura un troisième. Je dirais même que le troisième est bouclé, il est même bien entamé. Donc vous mettez à peu près 1 mois et demi d'écriture? Là, je vais mettre un petit peu plus de temps parce que je veux vraiment un peu me poser aussi dans l'écriture parce que, voilà, 2 mois, j'ai commencé à écrire au mois d'avril et tout se dénoue quand même pour les 2 ouvrages. L'un à l'automne pour la parution, pour le second dès la rentrée littéraire de janvier 2019. Donc 2 rentrées littéraires consécutives. Bon, donc là, je vais prendre un temps de respiration et je vais mettre à profit, puisque j'arrête mon activité professionnelle, je vais mettre à profit ce temps, d'une part donc, pour promouvoir M. l'aube de la vie et Grégoire les jours d'après, et en parallèle poursuivre l'écriture du troisième et entamer le quatrième. Voilà, sachant que le troisième, je suis déjà à 3 chapitres d'entamer, et le quatrième, j'ai déjà un chapitre qui est écrit. Et en regardant l'Académie française, vous dites que vous êtes un jeune auteur. Ah, mais moi j'ai la vigueur d'un jeune auteur, oui, j'ai la foi chevillée au corps, voilà, en d'autres termes. Puis je suis pas bégueule, je comprends pas que certains auteurs puissent prendre la grosse tête par rapport à leurs écrits.
Moi, je fais une différence entre... alors, il y a des personnes qui m'ont cherché sur ce terrain-là. Alors, vous, Emmanuel de Scorail, vous devez être extrêmement fier de... je veux dire, Emmanuel de Scorail en lui-même, il revendique rien. Mais il y a un regret de ne pas avoir commencé plus tôt à écrire? Aucun. Vous dites pas si j'avais commencé à 30 ans, j'en serais où aujourd'hui? Non, j'ai vraiment aucun... Vous n'avez pas voilà, cette petite chose qui peut naître quand on se dit qu'on aurait pu commencer plus tôt dans un domaine qu'on adore, parce que vous vous sentez bien dans l'écriture. Alors, ah oui, mais je m'y sens très bien. Mais je vais vous dire, moi, j'ai aucun regret. En revanche, j'ai des lecteurs qui m'ont fait part. J'ai notamment un lecteur que je ne connaissais pas, que je connais depuis, qui m'a dit, je veux vous rencontrer, je veux dîner avec vous, enfin, voilà. J'ai dit, ok, on y va. Et la première chose qu'il m'a dit... Là où il passe parfois des voitures dans notre studio. Comme quoi, il y a de la circulation à mon cul. Et la première chose qu'il m'a dit, alors c'était taquin bien évidemment, il me dit, je vous déteste. Alors je dis, c'est intéressant ça, vous me détestez, mais pour quelle raison? Il me dit, il faut que vous attendiez 53 ans pour vous mettre à écrire. C'est juste intolérable. Bon, voilà. Donc moi personnellement, je n'ai aucun regret. Je pense qu'en réalité, même si sur le fond, il y avait des prédispositions, je pense que le moment venu, l'ensemble des ingrédients étaient réunis. Voilà, maintenant... Il vous fallait vivre avant, en gros. Comment? Il vous fallait vivre avant. Oui, il fallait avoir des choses en fait, dans le cerveau. Bien sûr, peut-être. Alors maintenant, je pense également... Des aventures humaines. Alors, des aventures humaines, des expériences humaines, fortes, belles, moches aussi, enfin tout ce qui façonne, construit une personne. Mais en même temps, ce que je recherche, et ça alimente, on va dire, ma plume, c'est de prendre justement ces faits de vie et d'en faire quelque chose. Et je vois, par exemple, dans Hemlock de la vie, j'aborde la maltraitance au travail. J'évoque jamais le terme de burn-out, mais les gens ont très bien compris. Et donc ça tourne quand même autour de vous. Il y a toujours une part bio. Il y a toujours forcément chez vous et chez tout auteur, d'après vous, une part non, mais mon éditeur, de racine de ce qu'on écrit qui vient du vécu? Alors, de l'observation d'autres vécus. On va puiser des choses dans sa vie, mais pas que ça. Mon éditeur m'avait dit, de toute façon, un premier roman, il y a quand même une part autobiographique. Bon. Maintenant, ça reste un roman, ça reste une fiction. Là où j'ai voulu faire œuvre de témoignage, oui, c'est sur la souffrance au travail. Ça, oui. Voilà. Un petit peu comme une alerte, et les retours que j'ai sont de toute beauté. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, là, dans cette partie-là, on est dans du vécu, on n'est pas dans du roman, et ce que vous avez écrit, ça nous a fait du bien, parce qu'on s'est retrouvés là-dedans. Voilà, et ça, sincèrement, ce sont de très très beaux témoignages. Donc voilà, vous êtes passé à Mon cul en Quercy-Blanc pour nous causer de vos deux romans. On ne sait pas si vous pourrez revenir un jour pour notre salon du livre. On ne sait pas si on aura encore un salon du livre dans notre commune, mais merci d'avoir fait un petit crochet. Mais je reviendrai avec grand plaisir. Voilà, merci Stéphane. Merci à vous. Et voilà, quand l'auteur rencontre une chatte de l'auteur remonte à la célèbre rue du Petit Rapporteur. Il admire nos vieilles pierres. À l'ombre de la tour, oui, nous sommes à l'ombre de la tour, le nouveau studio d'enregistrement de Mon Cuc TV. Et donc, comme promis, après notre troisième partie, ou alors nouvelle vidéo, nouvelle interview de notre visiteur devant la tour. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Le maire, oui, qui arrive. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Je ne suis pas content de vous. Hein. Ah, je vais vous le dire. En direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, ça c'est sûr. Non, mais sur... Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.
C'est l'un des endroits les plus mystérieux de Montcuq en Quercy-Blanc. Un endroit dont on ne parle pas souvent.